Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercices de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre « Équitation consciente » aux éditions Vigo. Très bonne écoute! Salut les amis équitants et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Un épisode un peu spécial puisque je vais vous parler de mon premier livre qui s'appelle Équitation consciente. Donc dans cet épisode, l'objectif c'est de vous partager un résumé de ce que vous pourriez trouver dans ce livre, vous partager aussi un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que j'en suis venu à commencer à écrire ce bouquin, le continuer, le terminer, pourquoi, à qui il s'adresse, quels sont les outils qu'on peut y trouver, et évidemment, où est-ce qu'on peut le trouver aussi à la fin de l'épisode, je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Déjà, ce livre, il me trottait dans la tête, il me galopait même dans la tête depuis longtemps. En même temps, il y avait un peu ce syndrome de l'imposteur, de se dire mais qui je suis moi pour écrire un livre. Et puis il y avait aussi un peu ce mythe. C'est vrai que dans la société, souvent, le fait d'écrire un bouquin, d'être un écrivain, ou en tout cas de publier un livre, c'est quelque chose qui paraît, quand on l'a pas encore fait, assez mythique, assez difficile, assez hors de portée, alors qu'en réalité, si vous regardez tous les bouquins qui sont publiés et le nombre d'auteurs incalculable qu'il y a sur Terre, en fait, c'est possible. C'est possible d'écrire un bouquin. Ce qu'il faut, c'est que on ait quelque chose à dire. J'entends parfois des personnes ou des amis qui me disent « Oh là là, moi je rêve d'écrire un bouquin, c'est vraiment un de mes rêves. » Et je leur demande parfois, ok, t'aurais envie d'écrire sur quoi? Je sais pas. Donc effectivement, je pense que le bouquin, il vient d'une idée moins que l'idée vient d'un bouquin. C'est-à-dire que on a une idée, on a envie de la partager, et il se trouve que le livre est un moyen de le faire. Mais si on a envie d'écrire un livre et que du coup on cherche un sujet pour pouvoir écrire un livre, bon, ça peut marcher, mais c'est vrai que généralement c'est pas le processus naturel qui nous pousse et qui nous met en mouvement à écrire un bouquin. Bref, je parle de ça parce que c'est un sujet qui revient souvent, et je pense que parmi vous, parmi ceux qui écoutent ce podcast, il y en a certains qui ont déjà écrit un bouquin peut-être, et puis il y en a aussi certains qui auraient envie peut-être d'en écrire. Donc la première chose, je dirais déjà, c'est de se dire de quoi j'aurais envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelles sont les idées que j'ai envie de promouvoir, de partager, de creuser aussi, puisque quand on écrit un bouquin, c'est un peu comme un travail de chercheur, ou quand on écrit un mémoire, quand on termine un master par exemple, il y a un travail quand même de recherche, d'organisation. Et finalement, écrire un bouquin, c'est aussi une possibilité de ranger un peu tout ce que l'on sait, et même d'aller un peu plus loin, ou de créer des connexions. Et dans Équitation consciente, ça a été
mon envie et mon travail principal de faire des connexions entre les différentes sphères de l'équitation. Vous savez, j'en parle beaucoup, c'est mon dada. Je pars du postulat que l'équitation, elle est systémique et que l'équitation consciente, elle est composée de 4 grandes sphères qui s'influencent les unes les autres. Le corps, le mental, les émotions et la technique. Et que chacune a une relation, chaque sphère a une relation d'interdépendance avec l'autre et avec toutes. Et ensemble, cette conscience, cette maîtrise des 4 sphères, corporelle, mentale, émotionnelle et technique, ça compose une équitation consciente. Et qu'on peut pas, à mon avis, espérer avoir une technique fabuleuse, harmonieuse, fonctionnante, intelligente, équestre, une technique équestre, si on n'a pas de la conscience corporelle, c'est évident, c'est très très lié à la technique, la conscience que l'on a de notre corps à cheval ou avec le cheval, dans l'espace, et aussi si on n'a pas de la conscience et des compétences de gestion mentale et émotionnelle. Donc mon travail dans ce bouquin, ça a été d'explorer cet ensemble, avec aussi un gros focus, je vais vous parler des chapitres juste après, sur l'équitation académique et holistique. J'ai essayé vraiment en fait de relier des aspects subtils à la technique équestre et le fait de monter à cheval de manière classique, dirons-nous, puisqu'ici, dans ce bouquin, on va parler d'équitation classique. Voilà, pas d'équitation western, pas de ou d'autres formes d'équitation. Moi, je suis issu de l'équitation classique, donc tout ce que j'ai pu faire, c'est partager ma vision et mon approche et les liens que je fais par rapport à l'équitation dite classique. Pourquoi j'en suis venu à écrire ce bouquin? C'est parce que, vous le savez peut-être, donc j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacle pendant plusieurs années. J'ai bossé dans des écuries de commerce, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en France aussi évidemment. J'ai eu mon écurie avec une location de structure, mes clients, les clients, etc. Donc j'ai été confronté au monde professionnel du cheval, d'abord en tant qu'amateur, puis en tant que professionnel, euh, en tant que cavalier, en tant qu'enseignant. Et évidemment, il y a certaines choses qui m'ont interpellé, auxquelles d'ailleurs j'ai participé quand j'étais plus jeune, par manque de connaissances, par manque de conscience de soi. J'ai été amené, et je pense comme beaucoup d'entre nous, à avoir des comportements que j'ai regrettés avec les chevaux et des réactions, des pratiques, des ingérences, parce qu'il y a vraiment cette notion de ne pas avoir su se gérer par manque de connaissances et par manque de connaissance de soi, à avoir des comportements qui aujourd'hui j'encourage à éliminer parce que il y a d'autres alternatives et des alternatives en plus qui font du bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment des outils aujourd'hui et de plus en plus qu'on pourrait qualifier de bien-être ou holistique, c'est-à-dire global, qui nous permettent effectivement d'aller vers une équitation plus épanouissante, plus fonctionnante, plus légère, et qui nous rend aussi plus heureuse parce qu'elle respecte le vivant, nos valeurs et notre besoin de collaborer dans l'intelligence, l'harmonie, la compréhension, le partenariat. Et fort heureusement, c'est ce qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui, en tout cas euh, dans les pays qui sont développés, où on a cette chance de pouvoir se poser des questions par rapport à notre propre existence et à celle des chevaux. C'est la fameuse pyramide de Maslow, vous savez, la pyramide des besoins. Nous, on est vraiment en haut dans nos sociétés modernes. Nos besoins physiologiques, sécuritaires, d'appartenance sont remplis. Et on en est vraiment à la quête de sens, au pourquoi. Du coup, c'est un luxe qui nous fait nous poser aussi des questions et qui peut nous mettre dans des dilemmes, des paradoxes, des tiraillements intérieurs. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais cavalier, entre l'envie d'être un bon cavalier, d'être performant. Moi, je faisais du saut d'obstacle, donc de faire des sans fautes, que mes chevaux sautent bien, que mon équitation soit jolie, et en même temps d'être respectueux de mes chevaux, en harmonie avec eux, d'être doux. Il y avait vraiment cette notion de douceur qui était et qui est très importante pour moi.
Et donc au fur et à mesure, en rencontrant des grands cavaliers, des très bons enseignants, j'ai été pioché à droite, à gauche dans différentes méthodes, ce qui pouvait, moi, à mon échelle, m'aider à cheminer vers toutes mes valeurs et toutes mes envies, à la fois sportives, mais aussi collaboratives et d'harmonie, qui étaient très importantes pour moi. C'est pour ça, du coup, ensuite que je me suis reconverti. Donc, il y a eu cette phase dans l'équitation, et puis à un moment donné, à 25 ans, je me posais tellement de questions, je trouvais plus mon compte dans ce monde professionnel de la compétition euh, et l'enseignement de l'équitation. Je trouvais qu'on voulait aller très vite, que on n'était pas toujours respectueux du fonctionnement du cheval, même si à la fin j'avais vraiment des propriétaires qui me laissaient le temps et qui me suivaient à 100% dans ce que j'aimais faire avec les chevaux, j'étais toujours pas heureux, j'avais une sorte de frustration un peu intellectuelle, ou en tout cas j'avais l'impression de travailler beaucoup avec mon corps, que c'était beaucoup de logistique, je me posais beaucoup de questions sur le sens que ça avait au quotidien pour moi de passer mon temps à entraîner des chevaux pour aller sauter des obstacles le week-end. J'avais du mal à trouver du sens à la fin euh, dans ce métier. Et c'est pas un hasard, c'est parce que j'étais appelé par autre chose pour y revenir ensuite. Donc je me suis reconverti dans le luxe, j'étais vendeur dans le luxe pendant quelques mois, et puis je me suis rendu compte que la vente, ça m'amusait. J'étais au show, je portais un costume. Euh, ouais, voilà, je découvrais d'autres personnes qui s'intéressaient à d'autres choses. Il y avait une notion vraiment de beau dans cet univers du luxe. Mais je me disais que j'observais aussi tout le fonctionnement autour, c'est-à-dire avec les managers, les différents services. Et je me disais, j'aimerais avoir plus tard une fonction qui me permette de comprendre l'entreprise et d'agir à un niveau plus global. Donc j'ai fait des études de management ensuite en alternance, toujours dans la mode et dans le luxe. J'ai fait mon master 1 en alternance chez Calvin Klein et Tommy Hilfiger, c'est le même groupe. Et puis mon master 2 chez Hermès Équitation. Et puis ensuite, à la fin de mes études, j'ai été manager des ventes dans un grand magasin parisien sur un univers de la haute horlogerie et de joaillerie. Et là, c'était vraiment du management d'équipe avec oui, une cinquantaine de collaborateurs à manager, on va dire oui, voilà, une trentaine en direct et presque oui, 50, 60 peut-être collaborateurs à coordonner qui étaient des employés des marques que je coordonnais et qui travaillaient dans ce grand magasin. Bref. Tout ça, ça m'a permis d'aller explorer aussi comment on collabore entre humains dans des secteurs qui ne sont pas équestres. Et comment cette organisation, ces compétences interpersonnelles, elles peuvent être aussi très aidantes ensuite dans notre manière d'être avec les chevaux et notre manière, si l'on est un professionnel du monde du cheval, de développer notre posture en tant que professionnel. Pendant tout ce temps-là, j'ai pas quitté les chevaux complètement. J'avais toujours l'occasion de monter à cheval. J'avais toujours quelques élèves à faire monter de temps en temps ou régulièrement. Et après cette expérience de manager, j'ai été formateur dans un cabinet de conseil où je faisais des formations en entreprise. Donc je les créais, je les animais, et puis il y avait aussi une partie de coaching ensuite des professionnels. Dans ce métier de formateur, je me suis beaucoup amusé à aller explorer ce que c'est que la pédagogie, notamment l'andragogie, donc la pédagogie pour adultes. Et j'ai beaucoup aimé ce métier de la formation. J'ai commencé à me former à différents outils, le coaching, la méditation, la sophrologie, l'hypnose ericksonienne, le reiki pour mon usage personnel. Euh, Et du coup, quand j'ai commencé à avoir ce bagage management, ce bagage outil holistique, en plus de mon précédent bagage équitation, j'ai commencé à tisser des liens et à voir que on pouvait avoir une approche beaucoup plus globale et interdépendante de l'équitation. Lorsque je me suis installé à mon compte et que j'ai monté mon organisme de formation, d'abord en formation en entreprise, puis dans les chevaux, puis avec une activité très forte, donc avec la sophrologie appliquée en équitation,
pour les cavaliers, la formation d'enseignants à cette méthode. Bon bah voilà, les chevaux sont venus au galop dans ma vie. Et du coup, j'ai commencé il y a 3 ans à écrire le plan de ce bouquin et à essayer d'explorer comment j'allais pouvoir, dans un même document, amener du développement personnel, des outils en fait pour se connaître, se comprendre et se gérer, pour les appliquer à l'équitation, comment j'allais pouvoir aussi faire le pont ensuite avec la technique équestre académique qui deviendrait également holistique puisqu'on irait utiliser davantage sa tête et son corps, notamment du coup avec l'usage de la respiration, de la visualisation et de la conscience corporelle, ce qu'on appelle le schéma corporel aussi dans les approches psychocorporelles. Et puis j'avais aussi envie d'amener des notions de leadership. Comment est-ce qu'on se donne un cap? Comment est-ce qu'on décrit ses valeurs, sa vision, sa mission, les moyens de l'incarner? Et j'avais aussi envie d'amener des, des tips de stratégie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour organiser un plan d'entraînement par rapport à un objectif qu'on a défini clairement avec méthode. Comment est-ce qu'on fait pour analyser ses séances, analyser ses réussites, analyser ses échecs. Un peu, donc ça, c'est vraiment des compétences du sport, mais aussi des compétences que l'on retrouve dans le management. Et puis, avec le métier que j'avais eu dans la formation, je me suis dit comment est-ce que je pourrais, dans un seul document, un seul ouvrage, amener aussi des tips pour les enseignants, des tips simples mais puissants pour avoir une pédagogie qui soit positive, qui soit engageante, c'est-à-dire que l'individu est acteur de son processus, euh, il s'analyse, il découvre, il ressent, il expérimente, il ancre. Comment est-ce qu'on peut avoir des techniques pour que les enseignants d'équitation finalement deviennent des coachs d'équitation? Donc voilà, ça a été l'idée de mettre tout ça dans ce bouquin et d'essayer de le lier. Donc ça a été un processus d'écriture qui a commencé en 2022. Donc on est en 2025. Euh, et ça a été passionnant. Voilà, je vais vous partager maintenant un petit peu le plan du bouquin. Mais ça a été évidemment passionnant. Il y a plein de choses qui ont bougé. Donc c'est aussi une expérience à la fois, bah, comme avec les chevaux, hein, écrire un bouquin, c'est se donner un cap, avoir une organisation et un planning type qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait comparer au sommaire dans le bouquin, et en même temps savoir effectivement s'adapter en fonction de ce qui va vivre, de ce qui va bouger. Et le bouquin, bah voilà, même pendant que je l'écrivais, il y a des choses que j'ai eu envie d'ajouter, de supprimer, de modifier, de relier, de déplacer. Donc il y a une notion de donner un cap tout en lâcher prise, et je trouve ça très intéressant. C'est vraiment le défi et l'opportunité majeure, je dirais. Donc ce bouquin, maintenant que j'ai raconté un peu ma vie, et en tout cas le pourquoi de la venue et de l'écriture de ce bouquin, pour qui il est? Il est évidemment pour les cavaliers. D'ailleurs, il y a beaucoup l'usage du terme cavalier, puisqu'il y a une grosse partie sur la technique équestre académique et holistique, comme je vous le disais. Mais il va être aussi pour les enseignants, puisque bah, il y a toute la partie technique et il y a aussi le chapitre sur l'enseignement moderne d'équitation. Il peut être également pour les personnes qui évoluent à pied et qui ont envie d'aller vers une meilleure gestion d'elles-mêmes sur le plan corporel, mental, émotionnel, au service de leur technique et pour améliorer en fait leur approche d'eux-mêmes, leur approche du cheval et leur collaboration avec le cheval. Donc parce qu'il y a vraiment des outils de gestion de soi, des outils d'approche empathique du cheval et un chapitre d'initiation aux bases du travail à pied. En tout cas, celles que j'ai reçues, qui sont la capacité à se placer par rapport au cheval, à s'arrêter, à avancer, à tourner, à mobiliser les épaules, les hanches, les flancs, etc. Voilà. Voilà pour qui il est, donc pour les amateurs, les professionnels, les enseignants et les équitants qui travaillent, qui évoluent à pied et qui ont envie de mieux comprendre le cheval et de mieux se comprendre eux-mêmes pour mieux se comprendre en tant que couple finalement. Voilà l'idée pour le bouquin. Maintenant, si vous voulez bien, on va parcourir le sommaire. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée.
Donc le bouquin, il s'appelle Équitation consciente et le sous-titre, c'est vers une pratique holistique en harmonie avec le cheval. On aurait aussi pu dire vers une pratique holistique en harmonie avec soi-même et le cheval. Puisque pour espérer évidemment être en harmonie avec le cheval, il y a quand même une notion d'harmonie de soi. Les 5 grands chapitres de ce bouquin sont la philosophie cavalière en 1, la stratégie cavalière en 2, les bases académiques et holistiques en 3, l'enseignement moderne de l'équitation en 4 et le leadership équestre en 5. Au début, vous avez une page de remerciements, une préface de Michel Robert, qui a eu la gentillesse de nous faire une préface. J'ai eu la joie de travailler un peu avec lui quand j'étais jeune, et ça a été évidemment une immense source d'inspiration. Donc, c'est tout naturellement que je demandais s'il était d'accord de lire le bouquin, et s'il était d'accord avec les propos de faire une préface. Alors, dans la philosophie cavalière, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des choses comme les préliminaires de la relation cavalier-cheval. Un chapitre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle « Soyez comme le cheval, fort et vulnérable à la fois ». Il y a aussi un chapitre sur l'anthropomorphisme, sur le fait de ne pas prêter d'intention humaine aux chevaux, de se rappeler la nature du cheval, de favoriser l'apprentissage et de permettre l'erreur, d'accepter de revenir en arrière pour aller plus loin, et de remarquer son ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment on l'identifie? Et comment on fait pour ne pas le suivre tout le temps? Comment on fait pour choisir d'agir ou de non agir les réactions de notre ego? Ensuite, il y a après cette partie préliminaire de la relation cavalier-cheval, il y a une partie qui s'intitule « Vers une équitation consciente, holistique et plus éthique ». Dans ce chapitre, on va avoir des définitions. J'ai tenté de définir ce que c'était que l'équitation tout court, l'équitation holistique, l'équitation éthique et l'équitation consciente. Ensuite, j'ai mis quelques principes philosophiques connexes qui pour moi sont vraiment reliés à cette notion d'équitation consciente, dont un principe qu'on détaille davantage et qui va être un peu un filigrane tout au long du bouquin, c'est la neutralité. Comment on fait pour être neutre avec et à cheval, une neutralité technique qui passe par de la neutralité corporelle, émotionnelle et mentale, et comment on arrive à cette neutralité? Comment est-ce qu'on fait pour remarquer notre état sur tous ces plans et agir progressivement sur tous ces plans? Donc dans cette partie vers une équitation consciente, holistique et plus éthique, on a ça. On va avoir des tips sur la conscience du corps, du cœur et de la tête avec des exercices, comment on passe de la réaction à l'action, la notion d'intelligence équestre, les 8 étapes de l'approche empathique, la gestion du moral du cheval, le pouvoir de l'intention. Voilà, c'est des choses que vous allez retrouver aussi dans ce grand chapitre philosophie cavalière. Ensuite, on passe sur le chapitre stratégie cavalière, le grand chapitre numéro 2. Et là, l'idée, premièrement, ça va être de vous aider dans ce bouquin à fixer et réaliser vos objectifs de manière vertueuse. Donc, comment on définit un objectif? Quels sont les critères? Comment on se projette dans cet objectif? Et ensuite, comment on détaille un plan d'action pour aller vers cet objectif? Dans stratégie cavalière, il y a aussi des techniques pour analyser ces séances, analyser les événements que l'on vit et établir des plans d'action concrets. Ensuite, le 3e chapitre, c'est les bases académiques et holistiques. Dans les bases académiques et holistiques, c'est le chapitre le plus important, puisqu'on est de la page 55 à la page 169, non, même 173, je crois. Donc voilà, vous voyez, c'est assez cossu. On va parcourir en fait dans ce chapitre toutes les bases déjà de la posture du cavalier. On va aussi se dire que cette technique, elle est au service d'une équitation harmonieuse, et d'ailleurs c'est le premier sous-chapitre, la technique au service d'une équitation harmonieuse. Dans ce sous-chapitre, on explore comment la conscience corporelle, l'équilibre et le relâchement, ici entendu au sens de contrôle conscient de nos muscles et de nos articulations,
et de comment on arrive à ce contrôle conscient. On va explorer comment ça produit du liant, de l'équilibre, de l'agilité, et comment aussi finalement ça amortit les impacts qui sont créés par le mouvement, par la synergie du mouvement. Ensuite, on va aller sur les aides et leurs usages, en explorant la posture corporelle du cavalier, la notion de proprioception et de proprioposition. On va explorer la notion de relâchement, de contrôle musculaire et articulaire, la symétrie, la verticalité, l'usage du regard, la neutralité technique qui est une base de toute demande, comment est-ce qu'on la produit. On va explorer aussi le rapport du cheval à la pression, la notion de vitesse, de cadence, d'amplitude et de rythme et leur interdépendance, la notion de bassin régulateur, comment est-ce qu'on peut avec notre centre, hanche, bassin, contrôler l'allure, l'influencer euh, dans une notion d'allure montante ou d'allure descendante, ou bien aussi au-delà de la vitesse, comment on peut jouer sur l'amplitude avec notre bassin. On va aussi parler du renforcement positif et négatif. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut, avec quelques exemples concrets que j'ai mis, passer d'un renforcement négatif à un renforcement positif parfois. On va parler de la mise sur la main, du liant, de la reine d'ouverture, de la reine contraire, des déplacements latéraux également, dans cette sous-partie, les aides et leurs usages. Ensuite, et ça c'est vraiment mon bébé, j'ai envie de dire, en tout cas une partie que j'affectionne particulièrement et qui fait partie intégrante de la manière dont j'aime enseigner et monter à cheval, c'est l'usage de la respiration. Donc on va découvrir les 4 grands principes de la respiration en équitation et comment on peut l'utiliser en tant qu'aide naturelle subtile. Dans ce chapitre, on va également parler de circulation des énergies. C'est un peu une manière aussi, c'est un pont avec tout ce qui aura été vu avant sur la conscience corporelle, respiratoire et mentale dans la technique. On va comprendre qu'il y ait énormément question de circulation d'énergie, de respect du mouvement, de fonctionnement et du coup forcément d'énergie circulaire. Dans cette partie, on va aussi découvrir ce que c'est que c'est une introduction au chakra, version cavalière. Voilà, c'est quoi les chakras, quelles sont leurs symboliques et quel pont on peut faire avec l'équitation et la relation au cheval. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement, la visualisation des chakras, le travail autour de la symbolique, donc j'ai souhaité le mettre ici, dans ce bouquin. Après, une autre sous-partie des bases académiques et holistiques, ça va être le fait de respecter la locomotion du cheval et de fonctionner avec le mouvement. Donc là, on va aller plus loin après avoir reparcouru la posture et l'usage des aides. On va aller vraiment dans la dynamique, le fonctionnement en mouvement, encore plus loin là-dedans. Donc il y a une partie biomécanique équine, une partie dynamique équestre, une partie sur les chaînes dorsales et ventrales du cheval et l'importance de les mobiliser correctement dans notre équitation et dans le travail que nous faisons avec le cheval. Pour ça, ensuite, on va aller explorer le pas, le trot, le galop et également le reculé et de voir comment le cheval est censé bouger et comment le cavalier est censé fonctionner dans ses allures. Ensuite, on va avoir une bonne partie sur l'extension d'encolure, pourquoi et comment on s'en sert, et le peignage de rêne qui nous permet justement de susciter cette extension d'encolure et de travailler sur la notion de contact si jamais l'on monte avec un mors. Ensuite, toujours dans cette partie, les bases académiques et holistiques, on va aller sur le travail sur le plat, avec la logique de progression du travail sur le plat, les récompenses, les pauses, le retour au calme, donc le rythme du travail sur le plat, et les logiques de séance. C'est quoi les grandes étapes d'une séance? En tout cas, je vous propose mon approche. Ensuite, il va y avoir une sous-partie sur le saut d'obstacle. On va parler de la lenteur avant la hauteur. On va parler de la fluidité de la position à l'obstacle, la fluidité de la posture du cavalier, son fonctionnement, l'usage cognitif du cavalier, concentration, automatisation et action consciente. Et on va parler ensuite de la logique de progression à l'obstacle, cheval-cavalier. Quelles sont les grandes étapes pour aller vers un parcours d'obstacles. On va aussi parler du respect du cheval à l'obstacle avec
un exercice lié à la proprioception du cheval qui va vous permettre de développer cette agilité du cheval à se situer dans le mouvement par rapport à l'obstacle lorsqu'il saute. Et enfin, sur la partie saut d'obstacle, il y a le sous-chapitre, les mathématiques du saut d'obstacle. Quelles sont les grandes règles, les grandes équations que l'on peut retenir. Donc là, c'est des équations pédagogiques, hein, c'est pas des équations scientifiques, des équations pédagogiques pour nous aider à comprendre les indémodables lorsqu'on va sauter et quelles sont les composantes, les additions d'un bon saut, d'un bon parcours. Ensuite, enfin, dans cette partie, les bases académiques et holistiques, on va aller sur les bases du travail à pied qui sont concentrées et mobilisées. On va explorer le langage corporel du cheval et comment on peut en avoir une lecture, donc les phases de confort, d'inconfort, d'accord, de non-compréhension, de compréhension, par exemple. Ensuite, je vais vous présenter dans ce chapitre-là les exercices de coopération et de mobilité que je connais, que j'ai appris et qui sont des bases qui nous servent aussi en préparation à l'équitation, au travail monté, ou qui nous servent à régler en douceur, avec coopération et logique, des problèmes comportementaux, certains soucis de respect, comme on dirait communément à pied, où le cheval peut piétiner, peut ne pas nous suivre, euh, ou bien un cheval qui par exemple ne monterait pas dans le vent, même s'il n'y a pas de chapitre dédié à cet aspect-là, ces exercices de mobilisation du corps du cheval permettent de dresser une sorte de contrat, de rétablir de la connexion, de l'accord, et du coup peuvent permettre de régler ce genre de problème. Après cela, on aura fini notre troisième grand chapitre, les bases académiques et holistiques, et on file sur l'enseignement moderne de l'équitation avec la notion d'écoute active, la neuropédagogie, le triple A pédagogique, appel, apport, ancrage, la posture de coach d'équitation, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est vraiment dans la posture de coach, et enfin l'art du feedback. Et pour finir ce livre, c'est le 5e chapitre, Leadership équestre, où je vous amène à explorer vos valeurs d'équitant, à définir votre vision, votre mission en tant qu'équitant, les moyens de l'incarner concrètement, et un mantra qui est une sorte de cri de paix qui vous permet de retenir toute cette direction que vous donnez à votre être en collaboration avec les chevaux. Et enfin, une conclusion. Voilà les amis, donc on a 190 pages au fil de tous ces chapitres. C'est un livre qui est conçu à la fois pour une lecture complète, mais aussi pour un usage à la demande, avec des parties bien définies. Par exemple, Michel Robert, il commence sa préface en disant que cet ouvrage est un guide, un recueil. Donc je l'ai vraiment construit comme ça pour que vous puissiez, grâce au sommaire détaillé, aller y piocher des exercices pour vous et ou pour votre cheval en fonction de vos besoins. Voilà ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses qui auraient pu être dites. J'ai essayé de faire une quintessence de l'essentiel, de ce que j'amène aujourd'hui dans mon équitation et mes enseignements. Voilà, je vous invite à tenter la lecture si cela vous dit. Il est disponible sur beaucoup de plateformes, hein. Amazon, Cultura, Fnac, dans les selleries. Il est disponible sur le site Vigo aussi. Donc Vigo, c'est la maison d'édition qui le publie. Il est disponible sur Leclerc Culture et d'autres sites. Et donc aussi dans certaines selleries et dans certaines librairies aussi, qui ont potentiellement une population d'équitants comme clients. Voilà. Dans ce bouquin, je vous le dis au tout début, et ça sera le mot de la fin, je vous dis de ne pas me croire, c'est-à-dire de lire ce livre avec esprit critique. Et je vous conseille aussi, et c'est d'ailleurs
un des accords Toltec, c'est de ne pas vous croire non plus, puisque dans ce livre, il y a peut-être des choses qui vont vous confronter, des choses qui peuvent confronter l'ego, qui peuvent, même si j'amène tout ça avec beaucoup de douceur, parfois nous donner notre responsabilité, de voir en fait comment effectivement on est pleinement responsable de ce que l'on est, de ce que l'on fait, avec et à cheval. Donc, à la fois avec un esprit critique, cette lecture, je vous conseille de l'aborder, et en même temps avec un esprit et un cœur ouvert pour aller piocher ce qui vous parle au moment où vous le lirez et ce qui peut nourrir votre méthode, votre approche, votre philosophie de l'équitation, mais aussi votre technique en équitation. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, j'ai vraiment souhaité vous expliquer le pourquoi du comment de ce bouquin, depuis la naissance de l'idée jusqu'à la concrétisation, avec les grandes lignes de son contenu. Je vous mettrai un lien dans la description de ce podcast. Sinon, sur le site, vous avez une page qui est dédiée au bouquin. Écoutez, j'étais ravi de parler de ce bouquin avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.